Bonsoir. Au sommaire, cette semaine, la 12e édition du Rallye Africa Eco-Race qui s'est déroulée dans les meilleures conditions. Le rallye a traversé le Maroc du 7 au 13 janvier en direction de la Mauritanie et du Sénégal avec une participation de près de 700 personnes et 266 véhicules. Les participants ont pu traverser sans incident notable la zone d'El Guerguerat, hormis quelques perturbateurs du Polisario en porte-à-faux avec l'appel du secrétaire général de l'ONU. Pas très loin de là, au Sahel, mais au nord, à Pau, en France, et le sommet du G5, autour du président français qui a tenté de réjustifier la présence française et élaborer une nouvelle stratégie contre le terrorisme au Sahel. Est-ce possible? C'est ce qu'on essaiera de voir. Toujours dans la région, le cessez-le-feu en Libye, sous la houlette de Moscou et d'Ankara, a fait long feu. La rencontre prévue à Berlin dimanche prochain ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Alger, qui s'est déclarée partie prenante, ignorée à Moscou, y est conviée. À 1 heure de là, à Tripoli, à Tunis, plutôt, le gouvernement Jmili a vécu la vie d'une rose, une journée, la journée du vote au Parlement auquel il n'a pas résisté, parce qu'en fait, la rose était verte. On essaiera de vous expliquer. Enfin, si le temps le permet, on ira en Iran voir ce qui se déroule autour de l'avion d'Ukraine, abattu par les gardiens de la révolution, dit-on par erreur ou par incompétence. Avec nous pour en parler, Aziz Saïdi, rédacteur en chef, un peu enrhumé du site info.ma. Lesinfos.ma, pardon. Pardon, lesinfos.ma. Sharqawi Roudani, professeur universitaire de relations internationales, et Hassan Saoud, expert en sécurité et en stratégie, comme vous dites déjà, chercheur associé, oui, à l'Institut royal des recherches stratégiques. Alors, Hassan Saoud, on commence par vous. Ce rallye, ça veut dire quoi? Vous avez relaté le factuel. Moi, je pense qu'il faut qu'on analyse ce qui s'est passé. Voilà un mouvement séparatiste qui fait face à une grogne interne violente et continue, qui est en mal de visibilité et de crédibilité à l'international et qui essaie de faire du bruit dans une posture disruptive et perturbatrice, improductive. Le rallye s'est bien déroulé, hormis les quelques perturbateurs un peu... Une poignée de personnes, on a vu ça, les images. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que ce mouvement est en perte de vitesse importante au niveau international et même intérieurement. Ça veut dire que le Maroc continue à être crédible, il fait son petit bonhomme. Donc le rallye est bien passé, les perturbateurs n'ont pas pu le bloquer, ils se sont mis en porte-à-faux avec le secrétaire général, qui avait juste auparavant... Il a fait une déclaration le samedi. Oui. Justement, parce qu'on les voyait venir, et comme le disait Saoud, c'est des gesticulations qui montrent que le Polisario est acculé et qu'il a besoin d'exister médiatiquement, et donc on crée des feux de paille comme ça pour essayer d'exister et aussi faire face à la grande en interne. Donc je pense, mais de toute façon, ces gesticulations, elles ont été contre-productives pour eux, puisque ça a amené la déclaration du secrétaire général et ça les met, comme vous l'avez dit, en porte-à-faux. Maintenant, de toute façon, il est clair que il n'avait pas ni les moyens ni l'ardiesse pour vraiment contrecarrer le déroulement du rallye. Donc, oui, Dakhla est devenu un haut lieu de rencontre. Je vais donner quelques exemples. Il accueille le championnat international du kitesurf en association depuis 10 ans. Il y a la Sahraouia depuis 5 ans. Il y a le Crans Montana. Il y a le Boutibik avec 300 entrepreneurs. Chaque fois qu'il y a un événement, on constate que, d'abord, on essaie de le perturber, on essaie d'intimider les gens, et pourtant, ce sont des milliers de gens qui finissent par venir, faisant fi de toutes les menaces qu'on leur adresse par le Polisario. Oui, c'est tout à fait normal, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que depuis longtemps, la diplomatie marocaine affiche des bonnes notes
sur cette question du Sahara marocain. D'ailleurs, il y a plusieurs consulats généraux qui ont été ouverts récemment par les îles Comores et aussi à Dakhla. Donc, c'est une dynamique très positive dans la résolution du système de conflit dans la région et la sous-région notamment. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que cette remarque pertinente qu'a fait Antonio Guterres lorsqu'il a fait cette corrélation entre la paix et la sécurité dans la région et la sous-région et la résolution de ce conflit artificiel. Le Polisario, avec l'églapissement de l'Algérie, savent très pertinemment que cette dynamique pragmatique lancée par Antonio Guterres fait défaut à leur conception stratégique dans la résolution du système de conflit dans la région et la sous-région, parce qu'il ne faut pas oublier que le problème du Sahara marocain, ce n'est pas un problème qu'on peut parler uniquement du problème. Il faut regarder les choses d'une manière globale. L'Algérie aujourd'hui est dans une situation très difficile et compliquée, donc avec le Polisario. Donc ils sont en train de mettre une stratégie pour exporter les problèmes intérieurs et aussi exporter certaines défaillances dans la perception de la résolution au sein même du territoire. Dans le seul résultat est justement d'être contre-productif pour le Polisario. Et de toutes les manières, ce qu'on constate ces dernières années, c'est que le Maroc s'installe de plus en plus dans sa souveraineté sur le territoire du Sahara marocain, à l'échelle et à la dimension internationale. On a parlé des consulats qui ont été ouverts et on annonce prochainement un consulat du Gabon à l'Ayoun, chef-lieu du Sahara marocain. Et peut-être la Centrafrique dans la foulée. Et dans la foulée. Oui, Aziz. Tout à fait. Enfin, il y a d'autres pays qui sont amenés à ouvrir des consulats dans la région. Et enfin, ça se justifie tout à fait puisqu'il y a une activité, il y a une population et il faut des consulats pour que les ressortissants de ces pays puissent avoir accès aux services consulaires de leur pays respectif. N'oublions pas aussi une chose qui est très importante, les investissements qu'a amorcé le Maroc dans la région sont très importants et aussi qui font un petit peu fâche pour certains qui continuent de véhiculer certains discours haineux vis-à-vis donc on va rejoindre Saoud, on va dire qu'on est là dans un combat d'arrière-garde. C'est tout ce qui en reste. Si on ajoute, après tout ce qu'ont dit les collègues, toutes les défections diplomatiques enregistrées, qui sont un revers énorme pour le Polisario, qu'est-ce qui reste ? Gesticuler, il n'en restera pas grand-chose. J'aime bien ça, il n'en restera pas grand-chose. Donc bon, ça s'est bien passé, le rallye a eu lieu, il y en aura d'autres l'année prochaine, mais on prend un de ces véhicules pour aller cette fois-ci en direction... Il faut rendre hommage à ces organisateurs qui font toujours confiance à notre pays. Oui, il continuera à faire confiance parce que s'il y a quelque chose dans lequel le Maroc est passé maître, c'est bien sûr la sécurité. Nous allons voir un peu ce qui se passe cette semaine en Tunisie. Le gouvernement Jemli est tombé devant le Parlement après 2 mois de tentatives de conciliabule. Ça veut dire quoi au juste? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons assisté à l'élection d'un président inattendu. Improbable, atypique, disons. Oui. Qui a chargé un Premier ministre dont on connaît un peu la sensibilité. Il a essayé de former un gouvernement qui a été débouté à l'Assemblée représentative du peuple. Et nous voilà devant un scénario de vide et de vacation du pouvoir où le président reprend les rênes pour désigner un autre. On a deux possibilités. Soit il passe, soit des élections anticipées. Avant d'arriver aux élections anticipées, il faudrait peut-être qu'on essaie de comprendre pourquoi ce gouvernement est tombé. Je disais tout à l'heure, dans l'introduction, que ce gouvernement de Jemli, qui ne reviendra pas, bien sûr, et a eu la vie d'une rose parce que cette rose était plutôt verte. On a assisté à une volonté de mettre un gouvernement de compétences, de technocrates. Et en définitive, on s'est retrouvé avec plutôt des affiliés
En fait, Nada. l'idée, c'est de ramener des gens qui sont de façade indépendants, mais qui sont islamisto-compatibles, on va dire. Crypto-islamistes. Oui, en tout cas, qui peuvent, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est Ennahda qui a désigné Jemli pour former ce gouvernement, parce qu'ils sont arrivés en premier dans l'Assemblée représentative du peuple, avec une 50aine de sièges. 54 exactement. Donc voilà. Mais je pense qu'ils ont trop présagé de leur influence au sein de l'Assemblée, et surtout, cette Assemblée, elle est morcelée. Mais arithmétiquement, ils avaient la majorité. Pas vraiment, parce que eux, ils ont 54. Ceux qui sont dans leur giron, je pense que le Nahda peut aller jusqu'à 70, 72 sièges. On avait donné jusqu'à 109 députés. Sauf que 109, c'est la majorité totale. C'est la majorité pour avoir le. C'est le nombre qu'il fallait pour pouvoir passer. Voilà. Mais donc, ils se sont surestimés. Je pense qu'ils se sont surestimés. Je pense qu'ils présageaient, ils pensaient qu'il y avait des groupes qui allaient les rejoindre, mais qui ne l'ont pas fait. Pour deux raisons. D'abord, ce qu'on a dit, c'est-à-dire que tout le monde y a vu une manœuvre un peu. Parce que il ne faut pas oublier que Rachid Ghannouchi, qui est le guide de Nahda, il a été élu président de ce Parlement, et que c'est lui qui menait en fait ces négociations de manière directe dans les coulisses. C'est un des aveux d'abord pour Rachid Ghannouchi. Et deuxièmement, il y avait quelques personnalités au sein de la liste proposée par Jebli qui posaient problème. Notamment le ministre de l'Intérieur qui aurait été un juge qui n'était pas très bien vu de la part de la société civile, notamment à cause de ses accointances du temps du régime Ben Ali. Donc, grosso modo, il y avait des problèmes aussi bien dans la formation qu'un problème général par rapport à ça. Maintenant, l'idée, c'est que la balle a échappé à Ennahda, et maintenant, c'est à Kais Saïd de désigner un Premier ministre. Il a à peu près 10 jours pour le faire. 10 jours pour le faire, oui. C'est dans peu de temps. Il faudrait trouver une personnalité qui puisse rassembler, consensuelle, qui puisse rassembler, qui puisse avoir les faveurs de Youssef Chahed, de Karoui et aussi de Nahda. Alors là, on est vraiment dans une configuration de la majorité impossible. Hein, on connaît un peu ce schéma fragmentaire où on a un Parlement. Et finalement, est-ce qu'un gouvernement d'union nationale est possible, est envisageable? Je pense, moi, qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Tunisie, c'est... bien sûr. Merci. Donc, je pense que ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, c'est l'image de la scène politique tunisienne. Aujourd'hui, il y a une déliquescence, une dislocation accrue au sein de les partis politiques et aussi même au sein de la société civile sur la façon avec laquelle les Tunisiens doivent gérer leur quotidien. Il y a une crise économique, la Tunisie est dans une situation très grave économiquement parlant et socialement parlant. Il y a les questions sécuritaires qui s'imposent aujourd'hui, des attaques partout. Donc il y a le terrorisme qui est plein dans la région, surtout avec les frontières, le mont Chaanbi et le mont Siloum. Donc les Tunisiens vraiment dans une situation difficile. Donc pour apporter des réponses concrètes, il faut un gouvernement qui est capable de résoudre certaines situations. Malheureusement, M. Jemli, il a essayé un petit peu de caresser au sens du poil. Donc certaines... La puissance qu'il a nommée. Oui, islamistes. Oui, tout à fait. Ça, c'est un problème aujourd'hui qui s'impose au sein de la Tunisie. C'est pourquoi je pense que nous sommes dans une situation où il y a une reconfiguration du système politique tunisien, surtout avec l'élection présidentielle qui a un petit peu basculé tout le monde. Donc un gouvernement d'union nationale, Hassan Saoud, improbable? Nous sommes devant un Parlement très éclaté, hétérogène, difficilement rassemblable. Avec la défection de Karoui, ça a compliqué l'existence. Nous avons un voisin, un pays maghrébin, qui a l'habitude de faire une transition démocratique très douce. Et que malheureusement, il y a un bémol, c'est peut-être des ingérences. Quand j'ai vu la plaidoirie d'un député, c'était sidérant qu'il puisse dire qu'on est téléguidé de l'extérieur. Si j'ajoute à ça le voyage qu'a fait le président turc, le président turc en Tunisie, Ernouchi en Turquie, on se dit que finalement... Justement, on dit finalement que la situation est difficile. Cela va nous amener, d'ailleurs la transition s'est faite d'elle-même. On a vu que Ernouchi
Oui. Enfin, pour moi, cette situation, elle risque de durer parce que comme on l'a dit, il y a eu un dégagisme qu'on a vu lors des élections présidentielles. Or, les législatives ont coïncidé avec cette élection présidentielle et peut-être qu'on n'avait pas les formations qui soient en adéquation avec le président. À mon sens, maintenant, si cette tentative... Vous imaginez que si on va à des élections législatives anticipées, il y aurait une majorité présidentielle que Kais Saïd serait tenté de dégager sa propre majorité? Peut-être pas une majorité absolue, mais au moins avoir un groupe parlementaire qui puisse peser dans les tractations et pouvoir peser sur cette assemblée. Je pense que l'indépendance de Kais Saïd est quelque chose qui a été vu positivement par les Tunisiens, mais maintenant ça lui ôte les moyens de son action politique. Je pense qu'il doit s'appuyer sur un groupe parlementaire. C'est difficile dans la configuration actuelle de faire une sorte de consensus ou d'union nationale. J'aimerais bien vous dire une chose. Moi, je pense que la Tunisie est dans une équation très compliquée. Vous avez la Tunisie, toutes les questions sont politisées. Avec un leadership apolitique, c'est compliqué. D'accord? Mais le président, il est apolitique, donc il n'est pas issu d'une vision politique, d'une conception stratégique politiquement parlant. Et toutes les questions aujourd'hui en Tunisie française, puisque créer un mouvement. Créer un mouvement, justement, c'est la question que je pose. Est-ce que on peut imaginer des élections législatives qui vont permettre au président en place, lui qui est anti-parlementariste par conviction, générer sa propre majorité et devenir finalement une nouvelle force politique à l'intérieur de la Tunisie contre Nada, contre le Qalb Tunis, contre Nida Tunis. Imiter l'expérience française, je ne pense pas. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas des moyens aussi. Et la société tunisienne, ce n'est pas la société française. On sait très bien que la gauche et la droite en France... S'il arrive demain, ils demandent ont déserté leur place. Ils ont créé un boulevard politique qui a été rempli par le Macron. Kais Saïd étant ce qu'il est, est-ce que vous ne l'imaginez pas capable de venir de demander aux Tunisiens de lui donner une majorité et qu'il présente des députés, des candidats labellisés Kais Saïd? Je ne sais pas. Il n'en a pas le temps si des élections venaient à avoir lieu. Et je pense que la Tunisie est installée dans une posture politique de coalisation indispensable. Tel que le paysage politique est dessiné maintenant, je ne pense pas qu'on puisse y échapper. Avec évidemment, et c'est un humble avis, je pense que Nahda sera la plus perdante dans cette configuration-là si des élections venaient à avoir lieu. Alors, on a vu que le Parlement tunisien a interpellé Rachid Ghannouchi. On lui a demandé de s'expliquer pourquoi. Parce qu'il a été chez Erdogan, il a été reçu, et on sait que la Turquie tente d'entraîner, cela va nous amener vers la Libye, d'entraîner la Tunisie comme l'Algérie dans le conflit libyen. Alors, est-ce que la Tunisie, face à cette situation, est en mesure aujourd'hui de peser d'abord dans les discussions, ou alors ne serait-ce que de sauvegarder sa propre sécurité par rapport à ce qui se passe à ses frontières, à l'est comme à l'ouest? Hassan Saoud. Vous l'avez bien décrit, la Tunisie, actuellement, malgré la cacophonie qu'il y a eu, autour du voyage un peu impromptu du président turc, certaines justifications qui n'ont pas convaincu. Je parle du fait que Rachid Ghannouchi se soit rendu à Ankara, qu'il ait rencontré Erdogan en relation parce que... Mais c'est un frériste. Un frériste, donc c'est les frères musulmans, c'est l'international des frères musulmans qui est en train d'agir en Libye. Voilà, ça consacre le président turc comme un leader de cette tendance-là et ça perturbe un peu cette souveraineté tunisienne. Et il n'est pas normal qu'au moment où un Premier ministre tentait de former un gouvernement et dans un espace de vacation, qu'un leader, président de l'Assemblée représentative du peuple,
donc qui est aussi détenteur de légitimité. Il a dit qu'il est parti aux frais de son parti, que rien n'interdisait au président de la Chambre d'être un président de parti et d'avoir une position. Et qu'il avait prévenu le président. Et qu'il avait prévenu, qu'il avait prévenu le président. En tout cas, je pense qu'il y a un dysfonctionnement dans cette initiative. Il y a plus qu'un dysfonctionnement. Je pense que vous l'avez dit, le mot c'est cacophonie. Parce que le premier voyage de Erdogan, quand il est venu voir Kais Saïd et qu'il a annoncé, il y avait des annonces qui ont été démenties par la suite. Il était obligé, Kais Saïd était obligé de faire une communication après le départ d'Erdogan pour dire nous, on n'est pas partie prenante de ce conflit. On ne laissera pas la Turquie utiliser notre espace aérien. Ils ont dit de toutes les manières. On ne nous a pas demandé l'utilisation de notre territoire ni de notre espace aérien. C'est ça ce qui a été dit. C'est-à-dire, mais est-ce que la Tunisie, ma question, est-ce que la Tunisie est aujourd'hui en mesure de résister à ce qui se passe à ses frontières? Moi, je pense que c'est très difficile pour la Tunisie de résister aux problèmes sécuritaires qui s'imposent aujourd'hui en Libye, et notamment dans les frontières même tunisiennes et algériennes, dans les Mouchans, les Mousseloum. Vous savez qu'il y a un retour des Daïchiens qui dépasse les 1600 personnes tunisiennes qui étaient en Irak et en Syrie. Et aujourd'hui même... Ils peuvent être déployés en Libye. Oui, tout à fait. Donc, et même, vous savez très bien que l'Est de la Libye est gangréné par plusieurs milices paramilitaires, groupes terroristes, Daesh, Junoud al-Khilafa, donc Al-Qaïda, tout ça. Donc, c'est un ensemble, c'est un terroriste qui existe dans ce pays. Donc c'est très difficile pour la Tunisie de continuer d'exister s'il n'arrive pas vraiment d'apporter même politiquement parlant, son soutien à ce qui est en train de se passer en Tunisie. Il faut qu'il affiche donc sa position claire. Est-ce qu'il est avec Haftar ou bien est-ce qu'il est avec Fayez Sarraj? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays, surtout je parle de la Libye, qui est compliqué. Il y a un enchevêtrement des intérêts stratégiques et géostratégiques de plusieurs puissances, notamment la Russie, la Turquie, maintenant les Français, l'Égypte, les Émirats arabes. Il y a bien même certains pays arabes existent. Donc c'est très compliqué. Je pense que la Tunisie ne peut pas résister à une réponse à votre question, M. Naïm, que si les choses continuent de s'empirer davantage, je pense que la Tunisie risque de perdre sa souveraineté sécuritaire. Il faut ajouter un élément factuel important, c'est qu'après le départ d'Erdogan, il y a eu un communiqué du ministère de l'Intérieur tunisien sur la saisie d'armes aux frontières et qui proviennent de Turquie. Donc il a joint le geste à la parole. Et je pense que la vigilance tunisienne Vous pensez que la Turquie a intérêt à déstabiliser la Tunisie? Non, pas la Tunisie. Peut-être que c'était des armes qui étaient destinées à la Libye. On n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est des éléments concrets et qui sont... Aujourd'hui, on parle qu'il y aurait à peu près dans les 2000 combattants djihadistes syriens qui auraient été transposés par la Turquie en Libye. La situation, on a vu qu'à Moscou, le cessez-le-feu n'a pas été signé, il reste très précaire. Il y aura une rencontre à Berlin, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette émission. A tout de suite. Rebonsoir, nous revoilà toujours en Libye avec ce qui se passe dans ce pays qui n'en finit pas de descendre aux enfers, avec toujours Aziz Saïdi, rédacteur en chef de lesinfos.ma, Charqaoui Roudani, professeur de droit international, et Hassan Saoud, expert en sécurité et en stratégie, chercheur associé à l'IRS. Alors, Haftar s'est rendu à Moscou, Serraj également, sous les auspices d'un binôme qui est en train de... un curieux binôme d'ailleurs, qui est celui de Erdogan et Poutine, pour présider à une tentative de pacification de la Libye. D'abord, comment voyez-vous, comment percevez-vous ce binôme Erdogan-Poutine? Aziz Saïdi. C'est une recette qui a été
essayé en Syrie et qu'on reconduit en Libye. Même si c'est important à noter, ils ne sont pas dans le même camp. Que ce soit sur le dossier, que ce soit sur le dossier syrien ou le dossier libyen, ils supportent des belligérants différents. Mais alors, qu'est-ce qui fait leur coalition objective? Leur coalition objective, c'est de pouvoir avoir de l'influence dans ces pays et de pouvoir, proposer une alternative à un Occident ou à un OTAN. À la Pax Americana. À la Pax Americana. Donc c'est quelque part, même s'ils ne soutiennent pas les mêmes belligérants, les mêmes partis, ils ont intérêt à coordonner pour avoir à deux de l'influence dans ces pays et dans la région. Mais on a vu qu'en Syrie, c'est en train de repartir. Donc c'est une coalition qui n'est pas vraiment fiable à 100%. Parce que quoi qu'elle fasse, on verra, tel le phénix, les djihadistes renaître de leurs cendres. Charqaoui? Oui, je pense aujourd'hui que la situation dans le nord-ouest de la Syrie n'est pas encore stable. Donc il y a un retour de Daesh dans plusieurs régions, surtout dans la Deir et Boukamal et aussi dans la région de Raqqa. Surtout avec le retrait unilatéral des forces américaines de certaines bases au nord-ouest et au nord-est de la Syrie, notamment aussi après la mort de Qasem Soleimani, le général qui était un homme fort aussi dans l'architecture de certaines milices paramilitaires qui font partie de ce qu'on appelle Faylaq al-Quds. Je pense que la situation en Libye, c'est pareil. Donc aujourd'hui, il y a des intérêts géostratégiques. Il y a une autre conception géostratégique de la Russie et de la Turquie, des relations dans l'ouest de la Méditerranée, donc notamment avec les deux accords qui ont été signés entre la Turquie et la Libye récemment avec le gouvernement de Fayez Sarraj. La Russie est en train de se repositionner géostratégiquement dans une région où il a besoin pour acheminer son gaz. Vous avez la semaine dernière, on a assisté à un événement qui est géostratégiquement très important, qui est vraiment prémonitoire d'un changement dans l'ordre mondial. C'est l'inauguration de pipelines de gaz entre la Turquie et la Russie. Oui. Et même le refus des Américains sur la mise en place d'un autre pipeline entre l'Europe et l'Europe de l'Ouest. Tout ça, il a des relations avec l'Allemagne ayant dénoncé une ingérence intolérable. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'Allemagne insiste sur la rencontre de Berlin pour qu'il puisse essayer d'apporter certains recadrements au niveau de la conception de la sécurité au niveau multilatéral en Libye. Alors, une parenthèse, juste une parenthèse pour qu'on revienne à la Libye. Ce nouveau positionnement de l'Allemagne, comment vous le percevez? Moi, personnellement, je vois que l'Allemagne il est en train de rectifier le tir et les fautes qu'elle a commises en Syrie. D'accord? Parce que aussi dans l'Afrique subsaharienne et du Sahel, l'Allemagne cherche de se repositionner stratégiquement. Il y a une autre conception de la façon avec laquelle il conçoit maintenant ses relations multilatérales et ses relations bilatérales. Pour elle, maintenant, si elle laisse la Turquie, surtout avec le désalignement de l'Italie et la France et la déliquescence existante entre l'Allemagne et entre la France et l'Italie sur la question libyenne, si l'Allemagne n'arrive pas de se repositionner et de recadrer les relations bilatérales entre l'Italie et la France, toute l'Europe de l'Ouest va payer le pot cassé d'un repositionnement stratégique de la Russie et de la Turquie dans la région. Hassan? On a parlé évidemment de la Troïka concernant la Syrie et du binôme parrain en Libye. Ça nous fait un monopole du parrainage. L'Europe étant absente, évidemment. Mais on a vu que c'est Erdogan qui invite la Tunisie et l'Algérie. Absolument. Et il veut faire inviter le Qatar aussi. Donc, pour Berlin, on ne sait pas comment ça va se découpiller. La Méditerranée est redevenue un espace de convoitise. La Turquie n'a pas de grand allié en Méditerranée. Eh bien, la Libye, je rappelle également que c'était des provinces de l'Empire ottoman. D'ailleurs, on commence à parler de responsabilité historique. Historique. Et pour un nostalgique de l'Empire, ça veut dire beaucoup de choses. Les réminiscences ottomanes. Exact. Absolument. C'est un nostalgique. D'ailleurs, c'est un petit dénominateur commun avec Poutine. Des nostalgiques d'empire. C'est des nostalgiques d'empire et qui n'est pas vide de sens. Et donc, la Libye est en train de devenir un bastion
de confrontation par procuration de toutes les puissances régionales et internationales. Et la Turquie, comme le disait c'est Aziz, et la Russie sont dans des camps différents. Se pose la question, peut-on être acteur d'un problème et être acteur de sa résolution? C'est l'éternelle question géopolitique qui se pose. En tout cas, tout le monde avait prédit la fragilité du cessez-le-feu en Libye et évidemment de la tentative de réconciliation, parce que les deux dirigeants protagonistes ne se sont jamais rencontrés, même en Russie. Ils faisaient... Alors quoi, pardonnez-moi, mais vous me donnez l'impression, la Turquie et la Russie sont en train de jouer un jeu de dupes en Libye? Non, c'est pas un jeu de dupes. C'est un poker menteur. Oui, enfin, c'est une manière de profiter. C'est de l'opportunisme politique. Ils profitent d'un désaveu par rapport à la Pax Americana, comme vous l'avez dit, sur ce dossier-là précisément, pour se faire une place dans la géopolitique de la région, et notamment en Méditerranée. Ça a commencé avec la Syrie. On se souvient qu'il y a quelques années, il y avait des tensions qui étaient énormes. Il y avait un avion qui était abattu et qu'il y avait des tensions qui étaient énormes entre les deux. Et ça dénote avec ce qu'on a vu la semaine dernière, où les deux présidents étaient tout contents de lancer le fameux pipeline. Exact. Donc c'est de la réelle politique. C'est de la réelle politique. Maintenant, le cessez-le-feu, je pense qu'il était fragilisé à la base, bien évidemment. Bon, alors si on suppose c'est pas si on suppose, c'est le cas. La Turquie est avec Tripoli, avec Sardèche. La Russie est avec Haftar. Oui. Haftar a refusé de signer. C'est la Russie qui a refusé de signer, ou il a été incapable de le mener? Non, c'est un peu plus complexe que ça. Allez-y, expliquez-nous, décomplexez tout ça. Si ça se passait en Russie, sous l'égide russe, seul, Haftar aurait signé d'emblée. Mais par contre, qui est comme parrain la Turquie aussi, il risque de froisser ses autres alliés que sont les Émirats, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Qui étaient présents, les Émirats étaient présents. Oui, ils étaient présents. Enfin, le chargé d'affaires. D'ailleurs, quand il a demandé du temps pour réfléchir avant de signer, de voir avec les tribus. Les gens disaient il va aller consulter, quoi. Il va consulter en interne, mais surtout consulter à l'international, en consultant ses principaux alliés et surtout ses principaux bailleurs de fonds. Sarkaoui Roudani, vous avez une précision? Oui, je pense, moi, le positionnement de la Russie, c'est tactique, n'est pas stratégique. Moi, sincèrement, vu les équations, le système d'équations géostratégiques entre la Russie et la Turquie dans le Proche-Orient et la manière avec laquelle ils ont réparti les rôles pour qu'ils puissent agir sur le schéma global à l'échelle internationale, je pense que le positionnement de la Russie avec Haftar était tactique toujours. D'ailleurs, pour ne pas froisser les Égyptiens, parce qu'avec lesquels il entretient des relations militaires puissantes, et aussi avec certains pays de Haftar. Donc, je pense que la Russie est en train juste de mettre en place un système, un rééquilibrage stratégique sur le territoire libyen, comme ce fut le cas maintenant, et continue de le faire en Syrie. Donc, c'est une question de tactique et n'est pas stratégique. Parce qu'après, je pense que la Turquie et la Russie vont converger vers le même point et vers la même conception de résolution du système de conflit libyen. Et puis si je peux rajouter quelque chose, c'est que la Russie, elle a l'avantage d'être pas neutre, mais en tout cas de pouvoir parler avec tout le monde. N'oublions pas que Poutine a reçu le roi d'Arabie Saoudite comme il peut rendre visite au président iranien. Oui, mais ça c'est parce que les cartes sont en train de se redistribuer un peu partout et que tout le monde est en train de chercher des contrepoids, des points d'appui sur lesquels il peut, en cas de défaillance, par ailleurs, il puisse refaire... Tout à fait, mais c'est pas le cas pour tout le monde. C'est juste que c'est pas le cas pour tout le monde. Termine ce dossier et de faire un pronostic sur la rencontre de Berlin. L'Algérie a déclaré que Tripoli était une ligne rouge. Il s'est dit concerné directement. Il l'est d'ailleurs. Elle a 1000 km à peu près, 900 et quelques, avec la Libye. On sait que il a déjà subi des attaques en provenance de la Libye, notamment de Ain Amnes, qui a été particulièrement meurtrière. Alors, et récemment, ces 3 derniers jours, il y a eu des manœuvres avec munitions réelles. Tout ça, ça s'inscrit dans quoi?
Vous savez, après la visite du président turc, le Conseil supérieur de la sécurité, le Conseil national de la sécurité algérien s'est réuni et il a décidé un redéploiement sur la frontière, comme vous l'avez dit, qui est quand même assez longue. Et vraisemblablement, selon certaines informations, il y aurait autour de 35 000 hommes à redéployer sur la frontière, même en dégarnissant d'autres régions. Ça, c'est un dispositif, évidemment. Et il y a la menace terroriste qui persiste. Et si elle peut venir de là-bas, pourquoi pas? Parce que, et vous l'avez bien décrit, les combattants étrangers qui étaient sur la zone conflictuelle syro-irakienne sont en train de revenir sur la Libye. Évidemment, le président turc en a profité pour réinjecter quelques-uns. Ça, il ne faut pas le cacher parce qu'il a la maîtrise du terrain au nord. Maintenant, on compliquerait l'équation. Si. Et c'est ça le problème, c'est que les Libyens n'arrivent pas à dialoguer entre eux. Ils dialoguent par le truchement et par l'intermédiaire d'autres. C'est toujours... Il y a les accords de Skhirat. C'est la base. Ça a été dit par la Ligue arabe. Ça a été dit à l'ONU que l'accord de Skhirat reste la base solide de dialogue et de règlement de ces conflits-là. Alors, récemment, il y a eu le ministre des Affaires, enfin le secrétaire d'État grec des Affaires étrangères, et à cette occasion, d'ailleurs, le chef de la diplomatie, le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, a réitéré que les accords de Skhirat, de la même manière que le ministre grec, a souligné l'effort déployé et qui est une base. C'est la seule plateforme. Est-ce qu'elle est vraiment viable? Est-ce que s'y accrocher n'est pas un tropisme? À l'heure actuelle, quand on voit les deux parties, surtout Haftar, pour lui, il a pour ambition, je ne sais pas, ou pour velléité, de prendre Tripoli avant de passer à un accord politique, parce qu'il serait en position de force et qu'il a annoncé plein de fois qu'il allait marcher sur Tripoli. Par rapport à l'Algérie, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que les invectives ne datent pas d'aujourd'hui. Ça fait depuis l'année dernière où il y avait des pics entre Haftar et les hauts gradés algériens, avec le Gaïd Salah à l'époque, justement. Mais je pense que, pourquoi on parle de l'accord de Skhirat? Parce que c'est le seul accord qui est issu de vraies négociations équilibrées et tout ça. Maintenant, tout dépend de la situation sur le terrain. Et je pense mais c'est-à-dire, excusez-moi, je vais le dire en arabe, parce que je ne pourrais pas le traduire en français. Il dit de la Qabla. C'est là aujourd'hui la Libye. Il y a tout le monde qui y met sa main. Sauf les Libyens. Est-ce que c'est possible? Non, c'est clair. C'est arrivé à un niveau où parce que même quand on parlait tout à l'heure de Haftar, qui est tactiquement soutenu par la Russie, mais qui est soutenu aussi par l'Égypte et par les Émirats, et que les deux n'ont pas forcément les mêmes orientations, forcément ça complique la donne. Donc on va dire que Berlin, c'est un tour de piste. On va voir. Un tour de piste, c'est dimanche prochain, on verra. Donc on aura peut-être à revenir sur ça la semaine prochaine. On va passer maintenant voir un peu ce qui se passe. On est toujours dans la région, c'est vrai, qui est une véritable ébullition, c'est le Sahel. Le Sahel, il y a eu des attaques il y a un mois à peu près, je crois, et on a essayé, le président français avait convoqué un sommet à Pau, en France, parce que Pau, c'est de là que sont issus les soldats français qui sont morts le mois dernier au Sahel. Et il voulait mettre sur le tapis deux choses essentielles. Cette renaissance d'un sentiment anti-français. Il voulait un réengagement des chefs d'État, que la France était désirée et désirable dans cette région, et également refaire et réajuster un peu la stratégie de cette guerre que l'on dit asymétrique du pauvre contre le riche, du moins armé, mais dont le Premier ministre, comme le chef d'état-major de l'armée française, avait dit que les solutions de l'armée conventionnelle n'étaient pas adaptées et qu'il fallait en conséquence réorganiser tout ça. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que c'est en voie de se faire?
Bon, Hassan Saoud. Il faut d'abord qu'on soit d'accord. C'est une déclaration commune. Une déclaration commune, c'est des déclarations d'intention, c'est une politique. Il faut attendre sa déclinaison sur le terrain. Maintenant, concernant la coalition elle-même, pour moi, une coalition, c'est un agenda commun, c'est une stratégie intégrée et opérationnalisée, c'est de la compatibilité des moyens et c'est évidemment la participation de tout le monde. Et dans la lutte antiterroriste, le renseignement est essentiel. Et c'est là où il faut décloisonner les structures. C'est ce qu'ils ont demandé. Le constat maintenant, et tout le monde a dit que G5 Sahel, qui va devenir le PS3, partenaire stratégique de la sécurité, de la stabilité du Sahel, va avoir un autre cadre de travail nouveau. Et il faut attendre. Mais vous avez parlé à juste titre de sentiments anti-français. Je pense que, et honnêtement, et on le dit à nos amis de la zone, si les États individuels étaient capables de s'opposer au terrorisme, on n'en serait pas là. Il ne faut pas l'oublier. C'est un débat, c'est une question très compliquée. Mais il ne faut pas l'oublier. Non, il ne faut pas oublier. Moi, j'aimerais bien peut-être apporter un bémol. L'année dernière, c'est les chiffres de l'ONU. Ce ne sont pas mes chiffres. Il y a eu, dans la région du Sahel, 4000 morts africains, contre 44 en 7 ans français. Cette asymétrie apparaît là. Et la population, je ne parle pas des États, les États n'ont pas à être anti-français, ils n'ont pas à exprimer ce sentiment, ils sont dans la coopération militaire, économique, politique, culturelle, tout ce que vous voulez. Mais il y a cette réalité que les citoyens ne se sentent pas protégés contre les troupes djihadistes. Écoutez, moi, mon point de vue, il est clair. Voilà, je pense, j'ai récemment publié une analyse sur la revue Conflit qui s'intitule « Le terrorisme au Sahel, une assise territoriale à l'échelle internationale ». Vous avez eu l'occasion de lire cet article, je pense, M. Naïm. Donc, la situation, elle est très compliquée, plus qu'on pense. Ce n'est pas aujourd'hui que... Peut-être l'approche militaire pour apporter une solution sur un espace, dans un environnement quelque part dans la région. Mais lorsque vous voyez maintenant la région de l'Iptako-Gourma, la région de Gourma, la région du Sahel, le nord de Burkina Faso, les frontières du Niger avec Burkina avec le Mali, la région Mopti, Binaka, Gao, c'est un axe qui est infernal. Donc, c'est l'épicentre de terrorisme mondial aujourd'hui, sont dans la région de l'Iptako-Gourma. C'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a des activités illicites qui apportent un soutien opérationnel aux groupes terroristes. Vous savez que le carburant et du gaz du Nigeria arrivent jusqu'à l'ouest de la Mauritanie en passant par cette région-là. Des populations qui sont laissées donc, dans une situation difficile économiquement et même socialement parlant. Donc, c'est pourquoi je pense que la solution militaire... C'est soit des cibles, soit des recrues. Oui, des recrues. Donc, et n'oublions pas que cette hausse d'attaques, parce que, par exemple, 468 attaques en 2019, c'est beaucoup dans les 5 pays, je parle du Tchad, du Niger, du Mali, du Burkina et aussi des Grands Lacs. Ça, c'est compliqué, c'est difficile. Donc, c'est pourquoi maintenant, il faut réfléchir à une autre conception. Ce n'est pas militaire, mais je pense que la condition sine qua non de la perception sécuritaire, c'est essayer en amont de développer l'économie. Essayer de faire ce que j'appelle, moi, un rattrapage ethnique, un rattrapage économique de plusieurs régions dans cette région vaste. Et c'est possible dans une situation d'insécurité, de guerre, Hassan Saïdi Aziz Saïdi, pardon. Je pense que, justement, l'un des biais fondamentaux du G5 Sahel, ça a été de confondre les objectifs militaires et les objectifs de développement dans la même structure. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant dénoncé comme quoi il faut savoir ce G5 Sahel, qu'est-ce qu'on en veut. Vous avez parlé du renseignement. Tous les chefs d'État africains disent que la principale demande concerne l'information et le renseignement. C'est ça, clairement. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez dit, le sentiment anti-français qui s'est développé dans la région, d'abord, il faut dire que
n'importe quelle armée au monde, quand elle arrive, même en sauveur et à l'invitation du pays hôte, quand ça s'enlise dans le temps, il y a forcément des... Un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. Deuxièmement, il y a eu des moments... Enfin, il ne faut pas oublier que IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, était redevable à Hollande à une époque à cause de... Enfin, grâce à l'intervention de Serval par la suite à Barkhane, ça a permis la continuité de l'État malien. Et c'est pas rien, déjà. Mais par contre, il y a eu des biais dans le sens où, dans le nord Mali, l'armée française avait d'autres cartes à jouer, notamment celle du MNLA, et qu'elle n'a pas permis aux forces armées maliennes de prendre certaines villes dans la région. Donc ça a semé le doute, et c'est pour ça qu'il y a des parlementaires maliens qui dénoncent ça. Ça, d'une part. Ça a installé la suspicion, alors rapidement. Juste, je n'ai pas fini mon idée. Ça, c'est à la base le sentiment anti-français. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que cette région, elle est aussi grande que l'Europe. Ouais. Et que c'est difficile de pouvoir tout maîtriser dans cette région, surtout qu'elle est à cheval sur plusieurs... Il y a combien de militaires français aujourd'hui là-bas 4 000 et quelques. 4 000, il en rajoute 200. 200, 500. Pour couvrir... Il en rajoute 200. Mais il y a aussi 10 000 de la MINUSMA. Alors... C'est très important parce que la réunion de Pau a quand même essayé de redéfinir un autre cadre. C'est la mise en cohérence de tout ça. Politique nationale de défense, politique régionale de la CEDEAO, les contingents des Nations Unies, tout ça doit être mis en cohérence. C'est possible. C'est possible. C'est faisable. C'est faisable quand on veut, évidemment. Il faut échanger, il faut décloisonner. Et il y a un élément important qui est incontournable. Donc, vous estimez que la mise en cohérence de tout cela, c'est possible, c'est faisable? C'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Hassan Saoud, c'est pas possible. C'est possible. La semaine prochaine, on essaiera de voir un peu plus profondément dans le sujet et on essaiera peut-être de détailler cette mise en cohérence des forces au Sahel. C'est terminé pour ce soir. À la semaine prochaine.